Béatrice Espesson, vous êtes universitaire, spécialiste de droit et santé à l'université de Saint-Étienne, et vous êtes une spécialiste de l'Europe. Alors la France est en Europe, parfois on l'oublie un petit peu, et pour vous l'Europe, vous allez nous expliquer, si j'ai bien compris, n'est pas une menace, mais il y a plus d'opportunités que de menaces. Et avant tout cela, est-ce que cette crise de confiance qu'on perçoit dans le médicament et l'industrie pharmaceutique en France, est-ce qu'on la retrouve dans les autres pays européens ? Alors sur cette première question, on la retrouve bien évidemment parce que il est évident que le patient, quel que soit le territoire sur lequel il est, se trouve à peu près dans la même situation, c'est-à-dire il a une attente de sécurité. Et cette attente de sécurité confrontée à cette crise crée une inquiétude. Donc on la retrouve, mais à un moindre degré peut-être. Alors je reviendrai peut-être sur les causes qui me semblent être une diabolisation un peu inquiétante du médicament en France, une position du patient français et des autorités et un relais média qui est un peu plus sensible. Mais bon, c'est pas mon propos. Alors l'Europe, les opportunités et l'accompagnement que peuvent faire les industriels, voilà, les institutionnels, donc, dans les directives et les mesures qui se préparent en Europe. Alors je pense qu'il faut rappeler qu'au niveau de la relation France-Europe, on est dans un système global, on va dire, où chaque État membre conserve sa propre spécificité sur les questions qui relèvent notamment de la formation des prix, de la fiscalité, donc tout le système santé spécifique national reste sous la coupe de notre législateur. Mais l'Europe a une mission d'accompagnement, elle a une mission de soutien, et en ce sens-là, l'Europe a fait beaucoup. Elle a fait beaucoup parce que depuis longtemps, on a déjà le Code du médicament qui a permis de créer une certaine union au sein des États membres. On a les directives pharmacovigilance, on a la réglementation sur le médicament orphelin, sur le médicament pédiatrique. Donc l'Europe a joué un rôle qui est extrêmement important, qu'on retrouve par le biais des transpositions et des adaptations sur les territoires nationaux. La question est ensuite comment chaque territoire va l'intégrer dans sa propre réglementation. La France n'a pas toujours été la plus rapide pour transposer, ni pour appliquer. Elle a parfois eu une réaction négative sur la position européenne. Et c'est là où il me semble qu'il ne faut pas diaboliser là non plus. L'Europe est un moyen efficace de promotion donc, de l'industrie et de soutien du patient. Aujourd'hui, on est dans la fin d'un programme Europe 2008-2013 pour lequel on a eu un rapport d'étape indiquant qu'il y avait eu des avancées, mais qu'on pouvait faire mieux. C'est-à-dire que les États membres coopèrent pas suffisamment et pas assez volontairement. Alors concrètement, dans les années à venir... Et dans l'Europe 2020, programme Europe 2020, qui va démarrer, le projet, c'est vieillir en bonne santé. Le patient est au cœur du système et une certaine transversalité est proposée par l'Europe. Transversalité aussi bien entre les États membres, par exemple avec les soins transfrontaliers, la directive vient de passer, mais également transversalité au sein des systèmes de santé, en décloisonnant par exemple ce qu'on peut appeler la réglementation établissement de santé et la réglementation qui porte sur les produits de santé. En gros, c'est le parcours de soins avec l'accompagnement du médicament, le parcours de soins hospitalier et ville. Donc créer de nouveaux concepts, créer de nouvelles idées. Et pour ça, l'Europe offre des financements. Aux industriels en particulier, comme aux institutionnels. Aux États, oui. Déjà, pour commencer. Donc il y a des vraies opportunités pour développer ce bien vieillir en bonne santé. Exactement. Et libre à chaque État de s'investir en demandant effectivement le soutien des acteurs privés dans le cadre de projets innovants. Et c'est là où il faut, me semble-t-il, s'investir.
et réfléchir. La France n'a pas à rougir, donc l'industrie peut se saisir de ces idées innovantes et participer et les porter au niveau européen. Vous réfléchissez, Christian Deleuze, oui. Il dit qu'il faut réfléchir. Voilà, donc il y a des vraies opportunités. Alors, mais Oui, comment concrètement ça peut se passer pour un industriel du médicament qui dit tiens, c'est mon domaine d'excellence. Il y a des procédures. Il faut passer par l'État, c'est-à-dire par les pouvoirs publics ou... Alors déjà, le patient peut lui-même être porteur d'idées et relayer directement sur des sites ouverts à la Commission européenne. Oui. Ensuite, idem pour les acteurs privés qui peuvent déposer leurs projets par une procédure remontée à la Commission. Et puis enfin, les États peuvent eux-mêmes proposer aux acteurs nationaux, avec les soutiens européens, des projets de recherche, d'avancement sur des idées nouvelles qui vont de maintenir le patient à domicile avec un concept d'assistance télémédecine, accompagnement médicaments, téléobservation, etc. Donc toutes les idées peuvent être portées. D'accord. Et on dit que la France perd un peu de positionnement, de place dans l'Europe. Est-ce que c'est vrai au niveau de l'AMM, au niveau des commissions? Certainement. Certainement, il y a un recul. Oui. Et il y a peut-être une démotivation, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de présence des acteurs privés et publics dans le débat européen, en considérant qu'on parle plus qu'on agit. Et c'est l'état du rapport, effectivement, 2008-2013, de dire on parle beaucoup, mais on n'agit pas assez au sein des États, sans pointer du doigt n'importe quel État, mais qui est de dire maintenant on peut s'investir davantage et peut-être agir. Voilà. Merci. C'est des propos optimistes.